Je vais commencer peut-être par vous dire quelque chose de moi. Ce qui est très important pour moi, c'est le respect. Et un des aspects, pour moi, du respect pour l'autre, c'est d'être toujours quelqu'un à la recherche de l'intelligibilité de l'autre. C'est-à-dire faire en sorte que je puisse, quelle que soit la circonstance dans laquelle je suis, donner, reconnaître son humanité à la personne qui me fait face. Quand j'ai commencé la psychiatrie, dans les années 60, c'était la fin des années 60, on m'avait surtout appris à poser des diagnostics. Et quand je voyais un psychotique, ce qui était surtout important, c'était poser le diagnostic et donner les médicaments. Mais très vite, je me suis rendu compte que la thématique délirante, ce que racontait le psychotique, était quelque chose de très important. Et ce qui m'a permis de faire sens de cette thématique délirante du psychotique, c'est quand j'ai vu le psychotique en famille. Et alors j'ai réalisé que ce qu'il décrivait et qui ressemblait à quelque chose de fou, en fin de compte, faisait sens quand c'était vu dans le contexte familial ou social où il était. La seule différence, c'est que ce que je voyais comme une métaphore était vécu par lui comme une réalité. Et donc, il vivait vraiment comme réalité. Alors, c'est intéressant parce que, si vous repensez à l'antipsychiatrie, à cet ouvrage de Schatzman, qu'on a traduit en français par l'esprit assassiné, Schatzman va montrer, par exemple, comment le révérend Schreiber, qui a fait une psychose paranoïaque, a été élevé par un père qui était un grand pédagogue de l'époque, un pédagogue si important qu'une série de lycées portait son nom. Et Schatzman va publier un livre, L'esprit assassiné, en anglais Soul Murder, où il va montrer comment il peut qu'il y ait un lien entre l'éducation que cet homme a reçue de son père, la manière dont le père a expérimenté sur lui toute une série de choses, tout en lui interdisant de lui en vouloir, qu'aurait pu faire que le délire de Schreiber prenait sens si on voyait les tortures, je dis entre guillemets, que son père lui a infligées. Et effectivement, dans le bouquin de Schreiber, on voit la correspondance entre la thématique dans le bouquin de Schatzman, on voit la correspondance entre les propos délirants de Schreiber et ce que son père expliquait qu'il avait créé comme exercice pour que les enfants grandissent bien. C'est un homme particulier, le père Schreiber. Par exemple, il n'aimait pas que les gosses marchent comme ceci, n'importe comment. Il leur attachait les cheveux à la ceinture pour qu'ils marchent droit. Il n'aimait pas que les gosses se vautrent en écrivant. Il avait inventé une sorte de morceau de métal qui obligeait à écrire comme ceci. Il pensait que si on dormait sur le côté dans le lit, la moitié du corps serait mal irriguée. Il attachait les gosses sur le dos avec une lanière. C'était un monsieur très particulier et qui, en plus, quand il punissait son fils, lui demandait « Je veux que tu retires de ton cœur jusqu'à un moindre rancœur par rapport à la punition que je t'inflige. » Donc je dirais pour moi, premier aspect important, qui m'a rendu très proche du mouvement antipsychiatrique, que j'ai d'ailleurs coordonné entre les années 75 et 81 au niveau international, c'est cette histoire du sens. Que les gens font sens. Et ce qui ne fait pas sens apparemment, fait sens, métaphoriquement, de notre contexte. En même temps, les familles m'ont appris quelque chose sur la fonction. Je voyais quand quelqu'un allait mieux, quelqu'un d'autre se mettait à aller moins bien. Ou quelqu'un allait mieux, tout le monde se mettait à aller mieux. Et donc, très vite, je suis devenu sensible à ces deux éléments. Le sens, ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire ce symptôme? Qu'est-ce que ça veut dire ce comportement? Et la fonction, ça veut dire à quoi ça sert. Et pour moi, le sens et la fonction, c'était très important, à la fois au niveau d'une économie individuelle et à la fois au niveau du contexte. J'étais aussi d'ailleurs très très frappé par la manière dont, dans les contextes de soins, nous avions des comportements qui maintenaient les comportements de ces psychotiques qu'on critiquait en second temps.
J'ai raconté récemment à des amis que le premier jour que je suis entré dans une salle de psychiatrie avec l'assistant qui devait me montrer comment on faisait un entretien avec un patient psychiatrique, c'était l'époque où vous aviez des salles avec 25 patients. Et donc on devait rentrer dans cette salle et aller au fond dans une petite chambre pour recevoir le patient. Je me rappelle cet assistant qui était un adorable monsieur. Il y a le premier patient qui lui dit « Monsieur, quand je sors », il répond « Comment allez-vous » Le second patient qui lui dit « Avez-vous une cigarette ?» Il répond « Comment allez-vous » Et ainsi de suite. Quand on arrive dans la chambre où il veut m'enseigner comment faire un entretien psychiatrique, je lui dis « Excuse-moi, mais j'ai appris que le psychotique en général est quelqu'un qui a une réponse à côté. Mais toutes les questions qu'on t'a posées, tu as fait des réponses à côté. » Il m'a dit « Mais non, le mec qui me donne une cigarette, il sait bien qu'on ne peut pas fumer. » Alors je dis « Pourquoi tu ne réponds pas, on ne peut pas fumer ?» Il me dit « Et celui qui me demande quand il sort, c'est pas mon patient. Pourquoi tu ne lui réponds pas? Je ne suis pas votre médecin, je ne peux pas vous dire. » Ah, tu commences comme ça. Mais alors j'étais touché, pas j'aimais cet assistant. Il est adorable, monsieur. Mais il ne se rendait même pas compte qu'il participait à un contexte qui est un contexte qui ne faisait pas sens à des gens qui étaient supposés pas faire sens. Donc ceci, c'est pour vous dire que c'était très important pour moi, ces deux éléments, le sens et la fonction. Et que donc, c'est pour moi, quand je vois un couple et qu'il y a une plainte, ma question tout de suite, c'est quel est le sens et quelle est la fonction. Autre chose qui est important, c'est l'évolution du concept de double contrainte. Comme vous le savez, ce concept de double contrainte a été créé en 1956 par l'équipe de Palo Alto. En gros, ce que ce concept dit, c'est que il y a une mère qui va envoyer à son enfant un double message. Il y a un message verbal, « Ma chérie vient sur mes genoux », et un message non verbal, « La mère se raidit ». Et l'article dit que l'enfant n'est pas capable de communiquer sur le message double qu'il reçoit, et l'article dit que l'enfant dépend vitalement de sa mère et ne peut pas ne pas répondre. Et donc cet article est important parce que c'est une des premières fois où on tente de comprendre un problème individuel dans un contexte relationnel. Mais ce concept de double contrainte, malheureusement, dans cet article, on parle de la mère comme de celle qui piège et de l'enfant comme la victime. Donc, même s'il y avait un avantage important à penser en termes relationnels, l'idée de faire en sorte que la mère soit celle qui piège et l'enfant la victime reste une lecture linéaire, avec un bon et un mauvais. Le bon, c'est la victime, le mauvais, c'est celle qui piège. Mais très vite, Jay Haley, qui était membre de l'équipe de Palo Alto, donc Jay Haley, je vous écris son nom pour ceux qui ne le connaissent pas, J-A-Y-H-A-L-E-Y. Jay Haley, d'un article qui est paru en 59, mais qu'il avait écrit en 58, donc 2 ans après que le groupe de Palo Alto ait décrit le concept de double contrainte, qu'est-ce que Haley montre? Que quand la mère dit à son enfant « Viens sur mes genoux » et que son corps se raidit, et que donc si l'enfant vient, il répond à un niveau mais pas à l'autre, et s'il ne vient pas, il répond à un niveau mais pas à un autre, qu'est-ce que l'enfant fait? L'enfant vient et dit « Oh maman, quelle belle lunette tu as !» ou « Quel beau collier tu as !» Ce qui fait que la mère ne sait plus si on vient pour elle ou pour son collier, pour elle ou pour ses lunettes. Et ce que dit donc Haley, c'est qu'à partir de ce moment, on ne peut plus se dire où est la poule, qui commence quoi? La poule ou l'œuf? Qui vient d'abord? La poule ou l'œuf? Ou comme El-Kaïm dirait, dans une porte tournante, où chacun se plaint à l'autre en disant « arrête de me pousser dans le dos », ben, les deux ont raison, parce que chacun pousse l'autre dans le dos, dans cette porte tournante. Donc ce qui est fondamental, c'est que grâce à Haley, en 59, on ne pense plus qui fait quoi à qui.
on pense, qu'est-ce qu'ils font ensemble? À partir de ce moment, le patient, c'est la relation. À partir de ce moment, le thérapeute peut être pour chaque membre du couple, sans aucune difficulté, puisque ce qui l'intéresse, c'est la porte tournante. Ce qui l'intéresse, c'est la relation. C'est le scénario qu'ils ont créé ensemble et qui les piège. Donc ceci, pour moi, était très important. Je vous parlerai après du passage de qu'est-ce qu'ils font ensemble à qu'est-ce que nous faisons ensemble. Mais on va aller étape par étape. Donc maintenant, je vais passer à mon modèle de thérapie de couple. Et comme j'aime le faire toujours, et comme le titre de ma communication le dit, je vais vous parler du couple qui m'a enseigné mon modèle. Le couple qui m'a enseigné mon modèle, donc on va écrire ici « Monsieur » et ici « Madame ». Madame me dit « Monsieur se comporte par rapport à moi d'une manière telle que je ne peux pas l'aimer. Il fait tout ce qu'il peut pour que je ne l'aime pas. Pourriez-vous m'aider, cher monsieur, pour qu'il se comporte d'une manière différente? » Et le mari me dit « Ma femme se comporte par rapport à moi d'une manière telle qu'elle crée des coalitions contre moi avec les enfants, avec mes amis. Je me retrouve toujours attaqué par les coalitions qu'elle fait, par les gens les plus proches contre moi. Pourriez-vous m'aider? » Très bien. J'étais un très jeune psychiatre, jeune thérapeute familial, faisant de son mieux pour tenter de comprendre et d'aider les gens. Et voici que cette femme, quelques séances plus tard, vient et me dit « Mon mari est comme j'aurais voulu qu'il soit et je ne supporte pas cette vague d'affection et d'amour. » Elle m'a même dit, je pense, qu'elle pensait à prendre un amant. Et là, on est tout de même un peu stupéfait. Voici quelqu'un qui demande quelque chose, et quand elle l'a, elle ne le supporte pas. Et quelle est ma grande chance à moi? C'est que dans la même séance, cette femme va me raconter un souvenir traumatique très douloureux pour elle, qui est le fait qu'elle adorait son père, et que son père l'adorait, et que ce père qu'il adorait a disparu quand elle avait 4 ans. Et à gros sanglots, elle me dit « De ce jour, je sais qu'il n'y aura pas de permanence dans l'amour ni dans l'amitié. » Et le mari me dit « D'ailleurs, quand je l'ai épousée, elle m'a dit « J'accepte de t'épouser car je sais que tu vas me quitter. » J'aime répéter cette histoire encore et encore parce que je suis vraiment endetté par rapport à ce couple qui m'a expliqué mon modèle. Car ce couple m'a tout appris. Qu'est-ce que m'apprend déjà ce couple? Ce couple m'apprend déjà que madame demande 2 choses à monsieur. D'un côté, elle lui demande... C'est intéressant cette flèche que je fais, parce que je la fais de monsieur vers madame. Ça veut dire ce que madame attend que monsieur fasse vers elle. Madame attend que monsieur se comporte vers elle d'une manière telle qu'il lui montre qu'il l'aime. Mais s'il l'aime, elle a la trouille qu'il la quitte. Donc elle demande qu'il ne l'aime pas. Si tu m'aimes, ne m'aime pas. Alors c'est fascinant cette histoire. Ça veut dire que le comportement de monsieur a une fonction par rapport aux attentes de madame. Ça c'est fascinant. C'est que même si le comportement de monsieur est lié à l'histoire de monsieur, son comportement a une utilité. Quelle est cette utilité? C'est que même si sa femme lui demande « aime-moi », il sent bien à quel point elle craint d'être aimée et il se comporte d'une manière telle que, en ne l'aimant pas,
en ne montrant pas son affection, il protège la croyance de sa femme, ce que j'appelle sa construction du monde, worldview en anglais. Alors, de l'autre côté, je vais découvrir que ce monsieur qui demande que sa femme soit une personne qui arrête de créer des coalitions contre lui, a grandi dans un contexte où il a eu l'impression que tout le monde était contre lui, à un point tel, dit-il, qu'on m'a traité de paranoïaque. Mais je ne suis pas paranoïaque. Para veut dire à côté, noia, la vérité, car j'avais une maladie métabolique que personne ne trouvait, et moi, en lisant Larousse médicale, j'ai fait le diagnostic, j'ai dit à mon médecin, il a vérifié et j'avais raison. Je suis noïaque. Alors c'est intéressant, parce que voici que de nouveau, ce monsieur demande à sa femme de ne pas créer de coalition contre lui, mais en même temps, quand on écoute son histoire, il n'a pas eu l'expérience d'avoir eu vraiment quelqu'un qui le soutenait face au monde extérieur. Alors, ce couple qui m'a appris cela m'a aidé à penser la chose suivante. Dans quelle mesure est-ce que nous tous ne sommes pas des êtres qui, quand on a eu mal, d'une manière régulière, au même endroit, n'essayons pas d'échapper à cette douleur. Le cas de la dame est exceptionnel parce que c'est un traumatisme qui est arrivé une fois quand elle avait 4 ans. Le cas de l'homme est plus courant. C'est une situation répétitive. Là, il a l'impression qu'il était constamment mis de côté. On peut imaginer que ce soit quelqu'un qui a l'impression qu'il n'a pas été écouté, ou quelqu'un qui a l'impression qu'il n'a pas compté, etc. C'est comme si chacun d'entre nous ayant vécu une expérience répétitive, encore et encore, finit par créer une règle X plus 1. Ça m'arrive X fois, ça m'arrivera X plus une fois. Et alors cette personne réagit d'une manière telle que le proverbe le décrit. Ça veut dire chat échaudé craint l'eau froide. Qu'on a été ébouillanté, on a peur même de l'eau froide. Et c'est un proverbe qu'on retrouve dans différentes cultures. C'est le proverbe que je préfère, qui dit la même chose. Dans une autre culture, c'est un proverbe grec qui dit « Celui qui a été ébouillanté par la soupe souffle sur le yogourt », qui montre bien effectivement à quel point est-ce que nous faisons gaffe. Alors, à partir de ce moment, mon modèle devient un modèle intéressant qui est que ce que je reproche à l'autre est quelque chose qu'il fait sans s'en rendre compte pour protéger ma construction du monde, pour protéger quelque chose dont j'ai besoin. Car ma construction du monde m'impose une armure qui me protège. Si l'autre se comportait différemment, je devrais enlever mon armure et m'exposer, ce qui est dangereux. Donc ce qui est intéressant, c'est que si je suis avec l'autre, si je suis seul, je suis déchiré dans une double contrainte personnelle. Si je suis seul, par exemple, je veux qu'on m'aime et j'ai peur qu'on ne puisse pas m'aimer. Ou je veux qu'on aime et j'ai peur que même on me quitte. Si j'ai un autre, je suis sauvé. C'est plus moi qui suis déchiré, c'est à cause de lui que je suis malheureux. Du coup, je ne suis plus prisonnier et geôlier, je ne suis plus que prisonnier. L'autre est mon geôlier. Je peux lui dire, fiche le camp, je respire enfin. Quand il fout le camp, c'est moins simple. Je le cours après pour le ramener à sa position de geôlier. Donc, ce qui est intéressant, c'est que donc déjà, il y a cette idée que ce que je reproche à l'autre m'est utile. Ça renverse complètement la perspective et ça permet au thérapeute, dans l'intervention, d'avoir un recadrage qui ouvre complètement la perspective et permet de voir autrement. Et que jusqu'à présent, c'est clair. Est-ce qu'il y a une question ou une remarque? Question, remarque? Alors, je peux vous donner plein d'exemples de situations comme ça. L'exemple, donc, on va prendre un exemple pour voir avec vous si vous avez suivi ce modèle. Jeune femme, que je ne connais pas. Pourriez-vous imaginer une plainte qu'une dame aurait par rapport à un monsieur?
Attends, un reproche ou Un reproche. tu fais pas suffisamment la vaisselle? Très bien. Il ne fait pas suffisamment la vaisselle. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous cherchez à faire dire la plainte d'une manière telle que c'est « je sens ceci quand il ne fait pas suffisamment la vaisselle ». Alors, qu'est-ce que cette dame va sentir quand son mari ne fait pas suffisamment la vaisselle? Qu'est-ce que je vais sentir? Pas vous, la dame dont nous parlons. De l'agacement, de la colère, de l'énervement. Très bien. Je sens de la colère, de l'agacement, de l'énervement. Alors, et qu'est-ce que vous vivez dans ce moment d'agacement et de colère? Qu'est-ce qui vous met en colère? On demande à cette dame. La dame réfléchit. La dame réfléchit. Mais vous voyez que ce n'est pas aussi simple que ça. Parce que la première étape, c'est traduire la plainte qu'on a par rapport à l'autre d'une manière telle qu'on puisse décrire ce qu'on vit au moment de cette plainte, ce qui va nous aider à explorer la construction du monde de cette femme pour mieux vérifier effectivement la fonction du comportement du mari par rapport à cette construction du monde. Alors, qu'est-ce que vit cette dame qui fait qu'elle est en colère, qu'elle est énervée, etc. quand le mari refuse de faire la vaisselle? Elle s'énerve. Oui. Alors vous voyez, c'est très intéressant parce que je m'énerve, c'est très compréhensible. Certains thérapeutes pourraient déjà arrêter là et dire restez avec cet énervement, sentez cet énervement, et quand vous repensez à vos enfants, à quoi ça vous renvoie? Et ce n'est pas inintéressant ce qu'on ramène dans ces filets à ce moment-là. Moi, je préfère être un peu plus enquiquinant pour avoir une plainte du style, par exemple, je me sens, je sais pas moi, injustement traité, ou j'ai l'impression qu'on me laisse tout sur le dos, ou quelque chose de plus précis pour pouvoir faire mon hypothèse. Tout le monde suit. Donc l'idée c'est, quelle est la plainte par rapport à l'autre? Seconde étape, c'est, qu'est-ce que je vis quand j'émets cette plainte? Troisième étape, on va vérifier le lien entre ce que je vis et mon histoire, ce qui permet de comprendre alors qu'est-ce qui fait que je m'accroche sur ce point particulier. Puis on va aller voir chez l'autre, la plainte qu'il a par rapport à nous, qu'est-ce qu'il vit au moment de cette plainte, à quoi ça le renvoie, et dans quelle mesure est-ce que c'est quelque chose que dans notre relation je me suis mis à faire pour protéger sa construction du monde. Ainsi, chacun de nous vit d'une manière telle que l'autre est mon geôlier, je ne suis plus que le prisonnier. Ça a l'air assez clair? Bien. Alors, ceci d'ailleurs, au début, j'imaginais qu'on pouvait penser, par exemple, imaginons monsieur, j'imaginais que monsieur pourrait avoir comme programme officiel A. J'appelle programme officiel, par exemple, je veux une femme tendre, une femme affectueuse, une femme qui me demande de la chaleur. Et je me disais, imaginons que ce monsieur a une construction du monde non A, je n'ai pas reçu de chaleur, je n'ai pas reçu d'affection, et qu'il soit donc dans une situation de déchirement personnel. J'imaginais qu'il était possible que ce monsieur cherche une dame qui ait une sorte de terminaison pour justement non A. Dans quelle mesure il ne cherchera pas une femme qui n'est pas chaleureuse. Ce qui fait que il veut la chaleur, il n'y croit pas, et il prend quelqu'un qui n'est pas chaleureux, à qui il peut reprocher sa non-chaleur. Tout le monde suit. J'imagine aussi, imaginons, une femme dont le programme officiel serait B, je veux quelqu'un qui m'aime pour moi, et pas qui ne me reconnaisse que quand je fais ce qu'il veut que je fasse, mais qui en même temps a comme construction du monde
qu'on l'a reconnue que quand on faisait ce qu'on voulait qu'elle fasse. Donc non B. J'imaginais que cette dame allait chercher quelqu'un qui avait une terminaison pour non B. Et donc, au début, j'imaginais qu'on pouvait choisir le conjoint parce que justement, le conjoint allait renforcer notre construction du monde, nous aider à garder notre armure, nous aider à ne pas nous exposer. Depuis lors, je pense que non. On peut se rencontrer pour 1000 raisons. On peut être attiré pour 1000 raisons. Ce qui est intéressant, c'est que par essai et par erreur, sur certains points particuliers, nous allons nous accrocher d'une manière telle que ça va devenir un point de heurt régulier. Mais ceci va surgir au fur et à mesure de la relation. Et donc, ce point non B ou non A va s'amplifier dans le couple, parce que ça va avoir une fonction pour le couple. Alors, ce que vous voyez d'intéressant dans cette histoire, c'est que un couple peut être aussi bien un couple où les deux membres s'aident mutuellement qu'un couple où les deux membres se coincent. Pourquoi ? Imaginons que je sois quelqu'un qui pense que je ne peux pas recevoir de la chaleur ou de l'affection. Et je rencontre une femme qui peut m'en donner. Ou je fiche le camp et je garde ma construction du monde, ou je grandis. Et à partir de ce moment-là, cette construction du monde devient plus flexible et j'arrive à accepter que je peux recevoir chaleur et affection. Si je suis cette femme qui pense qu'on ne peut pas m'aimer pour moi-même, qu'on ne peut m'aimer que si je fais ce qu'on veut que je fasse, et que je tombe sur quelqu'un qui effectivement ne se comporte pas comme ça, qui effectivement est beaucoup plus flexible, soit je le quitte et je conserve ma construction du monde, soit je reste et je grandis. Tout le monde suit. Pas tellement. Si ? Et je prétends que nous tous qui avons vécu en couple, nous tous, si on fait le compte de certains comportements qu'on avait avant, on verrait qu'on les a flexibilisés dans nos